permet de faire fonctionner un système financier uniquement financier. Voilà. Oui, sauf que c'était valable dans les premières années, mais au début de la recherche, ça a servi. Mais excusez-moi si je choque certains, mais les meilleures avancées de la science, c'est quand ça a été fait sur les humains. Je suis désolée, mais c'est ce qui s'est passé pendant les années morts de la guerre. Là, récemment, quand même, ça n'a pas été un succès. Voilà. Non, mais là, alors, l'erreur, parce que j'ai lu l'Agence européenne des médicaments sur l'affaire française, eux, ce qu'ils disent quand même qu'il y a eu une erreur de protocole. Quand ils ont donné la forte dose au mec, ils l'ont donné, je ne sais plus, à 6 ou 7 personnes. Alors que quand vous donnez la forte dose, vous l'essayez sur une personne. Et puis après, vous voyez. Non, mais on voit bien pour après le donner aux autres. Alors que là, ils l'ont donné le samedi, le dimanche, le mec était malade, et ils ont quand même donné la forte dose aux autres. Alors qu'ils auraient dû dire attention là, il y a, tu vois, une alerte. Et on ne sait pas qu'est-ce que c'était comme médicament. Alors c'était un médicament qui avait un spectre incroyable. C'est un antalgique, un antidouleur. Il vous soignait sur la maladie de Parkinson, sur la sclérose en plaques et l'obésité. Pour les gens, le spectre qui était... Le mec, il n'y a plus rien, ça doit être sûr. Alors déjà ça, c'est incroyable que le spectre soit si fort. Alors ça intervenait sur des récepteurs endocannabinoïdes, qui sont des récepteurs qui jouent... Oui, c'est pour ça qu'ils se sont plantés. À un moment, ils ont dit ça n'a rien à voir. C'est des récepteurs qu'on a dans le cerveau et qui jouent sur la satiété. C'est-à-dire, vous voyez, faim ou c'est des anti-recaptures. Oui. Et donc, c'est pour ça que ça pouvait intervenir sur l'obésité. Mais c'était très large, hein, C'est pas idiot quand même. Non. Sauf que là... Vraiment, si ça agissait sur ces récepteurs... Voilà. Donc c'est pour ça que le spectre, quand même, était très large. Mais alors après, ils affinent. Vous voyez, en fonction de la dose, tout ça. Parce qu'après, la phase 2 et la phase 3, c'est aussi, ils vont comparer par rapport à des médicaments qui existent. Et c'est là où vous allez évaluer quelle est la valeur ajoutée du médicament par rapport à des médicaments qui existent. Parce que dans le prix du médicament, on tient compte de ce qu'on appelle de l'ASMR, vous voyez, de l'amélioration des services médicaux rendus. Et plus l'ASMR est 1, 2, plus c'est innovant. Et pratiquement 80% des ASMR qui sont données, elles sont 5. C'est-à-dire mis sur le marché, c'est mis sur le marché, mais c'est les MeToo, ça n'a pas de valeur ajoutée par rapport à des médicaments qui sont... Et la question que je vous pose, c'est du coup vous préconisez de créer une espèce d'organe indépendant pour savoir si les médicaments sont effectivement lisibles ou pas, etc. Est-ce que ce truc-là, en fait, c'est pas déjà plus ou moins la RSN ou l'Agence de sûreté des médicaments qui, en fait, ne sont pas indépendantes alors qu'elles devraient l'être? Alors, c'est plusieurs choses. La haute autorité, moi, c'est pour que dans les cabinets ministériels, dans l'administration, il n'y ait pas des experts payés par les labos. Ouais, ça c'est le boulot de la haute autorité. Ça, c'est valable dans tous les champs de l'industrie. Enfin, c'est valable dans le domaine de l'énergie, c'est valable dans le domaine de... Oui, tous les cabinets, pour tous les endroits, les domaines. tous les cabinets et toute l'administration publique. Par exemple... Donc la fille de corruption, enfin, c'est... Eh oui, mais tu peux... Attends, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, quand j'étais députée, au niveau du ministère de l'Industrie, tu avais des gens, des experts qui étaient payés par le CEA et Areva. Bon, mais je trouve ça inadmissible. Ils étaient payés et ils étaient déchargés pour travailler avec le ministre. Alors après, qu'est-ce que tu veux, tu as une politique produculaire à mort. Quand tu as au cabinet de la santé des gens payés par service, Sanofi ou d'autres, tu te dis, c'est pas possible. Alors moi, ce que je demande, c'est qu'on clarifie. Moi, il y a des très bons hauts fonctionnaires, mais je ne veux pas qu'ils soient payés par les labos. Bien sûr. Ça, c'est le boulot de la haute autorité. Après, il y a l'expertise. Par exemple, à la haute autorité sur la santé, tu as des experts. Par exemple, au comité de transparence, tu as des experts. Je dis, ok, mais ces experts qui vont évaluer le service rendu des médicaments, je veux que ce soit des experts payés par l'État. Je ne veux pas que ces experts soient à la fois des gens qui travaillent en médecine et qui aient 80% de leur salaire payé par les labos. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelqu'un qui fait des études sur ce qu'on appelle des registres, eh bien, il peut être payé 100, 200 000 euros. Parce qu'il fait des études pour les labos. Cette personne-là qui va tester une molécule, demain, elle va être expert au niveau d'une agence sanitaire.
tu veux qu'elle dise, elle ne va pas dire la molécule est nulle. Puisque moi, je tire 200 à 300. Ils sont payés, mais tu t'imagines pas l'argent qu'ils sont capables de donner. Je veux bien croire, mais en l'occurrence, effectivement, même les hauts fonctionnaires dont on parle, ils étaient corrompus. Donc cette haute autorité, qu'est-ce qui empêchera qu'on ait les mêmes hauts fonctionnaires qui aillent bosser 5 ans dans un labo, qui fassent 3 ans à la commission, qui reviennent... Alors c'est ça, ouais, les portes tournantes. Alors, C'est ça. Alors ça, si tu veux, par exemple, sur le plan européen, tu as un commissaire, Pour les États-Unis, c'est pas qui a facile. été commissaire sur, je sais pas quoi, moi, mettons la santé. Allez, on parle de la santé. Eh bien, pendant 5 ans, il n'a pas le droit, après le fait de quitter son poste, de travailler pour le secteur de la santé. Pour que son cahier d'adresse, si tu veux, soit obsolète au bout de 5 ans. C'est pour éviter, si vous voulez, qu'on mélange la sphère privée de la sphère publique. Parce que quand Cahuzac, par exemple, il a travaillé avec Evin, et qu'à l'époque, il n'y avait pas le CEPS, hein, il n'y avait que quelques personnes qui fixaient le prix des médicaments, qu'après, il fasse, mais de suite, hein, son conseil pour les labos. Mais il avait tout le carnet d'adresse. Tu t'imagines, tu gagnes des années. Bouvenot, quand il venait au Sofitel, il donnait tous les moyens pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché de façon plus rapide. Ils gagnent des millions, ces gens-là, très vite, les labos. Donc, tu vois, il faut que tout soit vachement bien calibré, quoi. Un, il ne faut plus que dans les cabinets, il y ait des gens comme ça. Deux, les gens qui font l'expertise sur les services rendus dans les médicaments, sur les analyses cliniques, l'État paye ses experts, qui les paye bien, quoi. Parce que si vous êtes à l'heure actuelle expert et payé par l'État, vous touchez des clopinettes, hein. Il y a plein d'experts, par exemple, ils ne veulent plus être experts pour l'État, parce qu'ils touchent 3 fois rien. Et en plus, ils passent des journées à analyser. Parce que, tu sais, les dossiers médicaux, c'est pas 3 feuilles, hein. Tu es obligé de faire toutes les études, regarder le protocole si tient la route, etc. Donc il faut les payer, ces gens-là. Oui, c'est comme les politiques. À un moment, il faut payer les politiques. Bien sûr qu'il faut payer les politiques, sinon ils vont être corrompus vite fait. Mais ils sont déjà corrompus. Non, mais on le voyait dans les mairies. Vous savez, vous êtes maire, et vous avez des grandes surfaces qui viennent, et que la grande surface, elle veut s'installer un truc. Tu as des pots de vin, attends, les mecs, s'ils gagnent des copinettes, et... Un rond-point, 1 million. Ouais, C'est ce qu'on dit. Et C'est qu'on alors, attend le rond-point. après, on a un autre souci en France qu'on ne dit pas assez, et ça, c'est la juge, parce qu'il y a toute une partie d'un point de vue juridique, c'est le fait que la justice n'est pas indépendante en France. Tu vois, la juge Berthela Geoffroy, elle dit, elle a eu tous les dossiers, vraiment tous les dossiers de scandale sanitaire. Elle a eu... Le sang contaminé. Sans contaminer. Elle a eu l'hormone de croissance. C'est un vrai scandale, l'hormone de croissance. Où on a donné, vous savez, de l'hormone de croissance en fonction sur des hormones, on prélevait ça sur des cadavres, enfin, c'est l'horreur. Et après, c'était la vallée de Creutzfeldt-Jacob. Hein. L'hépatite B, quand Douste Blazy avait lancé son hépatite B, tous azimuts, que Kouchner a arrêté, enfin, Kouchner n'était pas complètement clean non plus, mais enfin bon. Il y a eu l'amiante, il y a eu Tchernobyl. Qu'est-ce qu'elle a fait? Les derniers dossiers, tout ça non lieu. Aucune indemnité pour les victimes. Et tout ça parce que la justice, procureur, terminé, non lieu. Moi je l'ai vu sur Pèlerin de Tchernobyl. Hein. Il a été mis en accusation. Eh bien, le procureur a dit... On ne fait pas de procès. Et mon pèlerin est mort, tout gris, là, sans procès. C'est incroyable. Et la juge Berthela Geoffroy, elle dit, nous, les ordres, ils venaient des ministères. Hein. Donc la démocratie et l'argent. Alors qu'en Italie, avec leur mafia, là, la justice est complètement indépendante. Ah ouais. Et puis l'opération main propre. L'opération même propre, attends, le ministre de la Santé, il a fait 5 ans de temps, là. Mais ça va. Ils ont démontré qu'il avait reçu des pots de vin, des labos, etc. Tous les fonctionnaires corrompus, ils ont tous fait la tonne. Hein. Mais je vous assure que ça les a refroidis. Au début, on se marrait des Italiens, parce que ma propre, ça date depuis 22 ans en Italie. C'est fin des années 80, Ouais, c'est dans les années 80, ouais. Manu Polité. Mais vous voyez que moi, sur le Lyon-Turin, ça revient. Hein. Mais normalement, alors c'est un truc un peu scandaleux, c'est que... Et vous êtes combien à vous battre un peu au niveau européen Comme ça? Ouais, on va dire globalement, avec tous les pays. Il n'y a pas que les écolos qui se battent là, où il n'y a que les écolos. D'abord, c'est les écolos qui ont montré le chemin.
Mais par contre, moi, je me fais des alliés par des gens remarquables. Tu vois, par exemple, cette Allemande, là, qui est PPE, hein, elle est conservatrice. Alors, elle est... Un sou est un sou. Faites comme la justice. Mais moi, ça m'arrange, moi. Bien sûr. Après, j'ai une Roumaine qui est géniale. Et les peuples du Nord, là, ils sont comment? Ben, ils sont pas habitués à ça. Parce qu'ils sont dans la transparence. Oui, mais alors, ils comprennent pas notre fonctionnement. Ah oui, mais c'est la moitié des Non, mais les députés européens, ils sont pas comme ça. Alors, je vous montrerai, tu dis la Suède. Regarde ce qui s'est passé sur les perturbateurs endocriniens. La commission, elle est contre. La commission européenne, avec Juncker. Il y a des... Eh bien, c'est une ministre de la Santé suédoise qui a attaqué la commission. Moi, j'ai fait le relais avec les parlementaires ont attaqué la commission. Quelques États membres ont attaqué la commission et il y en a obtenu quelques. Parce que le jeu, là, c'est d'étouffer. Le jeu, c'est d'étouffer. Quelqu'un qui lâche pas le morceau et vous le montrer, on peut un peu avancer quand même. Alors, moi, ma stratégie, c'est la suivante. Il faut repérer les personnes, parce qu'on a 750 députés quand même, hein. Il faut repérer les personnes qui travaillent soit au budget, contrôle du budget, oui, ça c'est des gens qui ont bien ça, et repérer dans chaque État quelle est la personne qui ouvre sa gueule. Alors quand tu as repéré ça, parce que quand il y a des débats, tu les repères vite les gens, hein, tu vois. Et après, je fais des réunions avec ces gens-là pour qu'on soit plus opérationnel, parce que si je suis toute seule, je me fais flinguer. Puis, on est trop fragile. Hein. Par contre, s'ils voient qu'il y a des gens du PPE avec toi, des libéraux, tu vois, il ne faut pas qu'on reste que vert. Hein. En plus, nous, enfin, on a mis une priorité, c'est transparence et démocratie, et donc là, mais il faut être très organisé à l'Europe. Mais une fois que tu as l'appui du PPE, parce que cette femme-là, Grèce, là, elle est détestée par même le PPE, parce qu'elle demande des comptes à tout le monde. Même la Cour des comptes européenne, elle les attaque en disant « vous n'avez pas fait votre... » Mais si tu la voyais, elle a toujours des dossiers comme ça sur... Elle bosse, elle a des assistants qui... Toi, l'affaire Dali, elle a beaucoup contribué à dire que la commission avait attaqué Dali, alors que Dali, c'est un pauvre mec, quoi. C'est un commissaire Malte, pauvre mec. Hein, qui se fait avoir, mais la commission voulait le dégager parce qu'il ne voulait pas la législation sur le tabac. Enfin bon, et donc il faut travailler comme ça, quoi. Alors c'est passionnant, moi ça me passionne. Mais parce que sinon, si tu restes que français, tu vois, moi les labos c'est terrible. Moi quand je vois, tu vois, notre ministre, Marisol, je dis mais tu es une arc dans toute ta splendeur, là, mais tu n'es pas... réactif, tu as un labo. On avait une arme atomique pour les labos, que je suis en train de traiter ça maintenant en Grèce. L'arme atomique, c'est que quand il y a eu le sida, les associations anti-sida avaient obtenu par l'OMC que quand il y a une urgence sanitaire, eh bien, on peut faire sauter les brevets. L'OMC est notre allié, vous avez vu? Ouais, que l'OMC est notre allié. Alors c'était grâce donc à toutes les ONG sur le sida. Mais on peut l'élargir par rapport au sida. Et on peut très bien dire sur le sofosbuvir, par exemple, le médicament est trop cher, il y a une urgence sanitaire parce qu'il y a tant de gens touchés, on fait sauter le brevet et on le fait ce qu'on appelle la licence obligatoire, ça a le nom, et on fait fabriquer la molécule par des laboratoires génériqueurs. Et ça coûte, quoi, 100 € à tout casser. Eh bien, je dis à Marisol, utilise ça, puisqu'en plus, un laboratoire américain, t'en as rien à foutre. Elle m'a dit, mais tu te rends pas compte, si je fais ça, je vais mettre tous les labos contre moi. Voilà. Alors qu'elle l'aurait fait, je lui ai dit, tu vois, tu comprends rien. Au contraire. Tu le fais, mais tu as une légitimité extraordinaire. Extraordinaire. Alors, on était en train de l'élaborer en Grèce. J'ai financé une étude. Parce qu'après, c'est toujours pour le fric, mais enfin le groupe vert, pour ça il est vachement bien. On a financé une étude en Grèce pour aider les Grecs, parce que les Grecs, les labos font payer aux Grecs des médicaments encore plus chers qu'en France, ça pour vous dire, enfin bon. Eh bien, on va faire sauter les brevets sur plein de médicaments. Et j'avais invité... Le sujet, c'est le combat sur les brevets. Enfin, moi, juste une anecdote, j'ai eu la chance d'être formé en intelligence économique par un gars qui s'appelle Luc Cognam. La moitié de son temps, il le passait au Brésil. Là, il travaille au Portugal pour le ministère des Affaires étrangères. Et au Brésil, il a réussi. Alors,
ils ont pas que lui, mais toute une équipe pour faire péter. Le Brésil a réussi à imposer au monde la fabrication justement de médicaments contre le sida. Ah ouais. En fait, le Brésil et l'Inde. Et lui, il fait partie de l'équipe. C'est-à-dire que lui, tout son apport, ça a été justement au niveau des brevets, parce qu'ils étaient légers au niveau des brevets. C'est comme ça qu'il a pu faire péter. Plus un article de la Constitution brésilienne qui est magnifique. Alors, sur le brevet, on peut vous dire, au Maroc, par exemple, ils ont fait sauter le brevet. Voilà. Pourquoi? Parce que certainement, au sein du ministère... C'est fragile un brevet aussi. Hein. Et oui. Le patent trolling aux États-Unis, le nouveau business, c'est le patent trolling aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire que je suis cabinet d'avocat, je fais péter le brevet. Enfin là, je pense qu'il y a des... Enfin, je sais pas si... Mais je crois que la fin du bouquin, c'est là-dessus. C'est sur la solution ultime. Il y a toutes les questions de la transparence et qui vont se régler, je pense, à terme, il y aura une réglementation. Et puis au final, l'industrie pharmaceutique trouvera des contournements. Les enveloppes, ce sera du cash, ce sera... En revanche, effectivement, la vraie arme, c'est revoir la logique des brevets. Exactement. Quand on voit aujourd'hui, on a rencontré un mec de l'Office des brevets qui nous disait oui, je comprends, machin, mais quand même pas trop touché. Alors il nous expliquait d'ailleurs le financement de l'Office des brevets, qui est financé en fait, c'est quantitatif. Là, ils sont financés, plus ils brevettent, plus ils ont de fric pour payer les gars qui vont contrôler les brevets. Mais par ailleurs, il nous expliquait effectivement que peut-être la question de la deuxième indication thérapeutique, c'est un médicament qui, au départ, c'est une contre-indication, parce qu'au départ, c'est dans la notice et c'est présenté comme une contre-indication, va être breveté et donc va avoir ensuite, sur un point qui était un effet secondaire, va avoir 20 ans d'effet de rente et de monopole sur une exploitation. Donc ça, effectivement, c'est à revoir, ça c'est évident. Je ne vais pas trop monopoliser, mais je ne suis pas écolo, de parti, on va dire. Mais bon, c'est de l'environnement, bien sûr, c'est un vrai sujet. J'ai appris aussi quelque chose qui est... Et là, peut-être qu'il y a des pistes, enfin, je ne sais pas, mais je reviens sur le Brésil ou dans d'autres pays, c'est-à-dire que tout le monde connaît les principes actifs de certaines plantes, qui ne sont pas difficiles à pousser, qui poussent dans l'absolu sans rien. Mais les labos, eux, ils n'y vont pas parce que ce n'est pas brevetable. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, trouver d'autres modèles Par exemple, moi je suis pas mal dans l'innovation, il y a quand même, ça bouge dans l'innovation, notamment en termes de production. À terme, tout va être décentralisé. C'est-à-dire que l'individu pourra produire. Oui, mais alors, là... Donc, est-ce qu'il n'y a pas des pistes par rapport à ça? C'est-à-dire que, comme l'énergie à terme va se décentraliser. C'est n'importe quoi, la centralisation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des pistes, et vous être le vecteur, enfin des gens comme vous, quoi, hein, d'être le vecteur de... Parce que ce qui pousse, il y a des trucs qui poussent au Brésil, qui peuvent pousser en France, hein, sans rien. Oui, ou même au Brésil, je trouve que c'est... S'ils ont des molécules vachement intéressantes, c'est bien aussi qu'il y ait une contribution par rapport à leur plante endémique. Mais moi je pense que là, ça prend une recherche publique. Le modèle global de l'industrialisation du médicament, comme beaucoup d'autres choses, qui tue la créativité, l'innovation, beaucoup de choses, qui polluent, qui tout ce qu'on veut. Est-ce qu'il n'y a pas dans vos groupes ou les machins des gens qui trouvent... Enfin, c'est des pistes, non? Alors, de changer de paradigme Voilà, changer de paradigme. Je vais vous prendre un exemple. C'est la phagothérapie. La phagothérapie, c'est comment soigner avec des virus. Ça vous semble surprenant. La phagothérapie, c'est comment soigner avec des virus. Si vous voulez, avant la création des antibiotiques, l'invention des antibiotiques, on soignait avec des virus. Et d'ailleurs, c'est les Français qui ont initié ça avec l'Institut Pasteur. Les militaires partaient, ils avaient un cocktail de virus, et si jamais vous aviez le choléra, on vous injectait ces virus, tout ça, et ça vous tuait. Et puis quand il y a eu l'apparition des antibiotiques, on avait une bibliothèque extraordinaire, c'est-à-dire qu'un virus, si vous voulez, est associé à une bactérie. Et d'ailleurs, c'est très artisanal, hein, mine de rien. Vous avez une boîte de pétri, vous mettez plein de bactéries, vous mettez les virus, et puis vous voyez qu'il y a des virus qui bouffent certaines bactéries, pas d'autres. Et donc on fait ce qu'on appelle une typologie. C'est-à-dire, vous avez une bibliothèque, et vous savez que tel virus tue telle bactérie. Et alors, développement de l'industrie, laboratoire pharmaceutique, tout ça, et l'Institut Pasteur a dit, ça ne sert plus à rien, on balance les bibliothèques. Et donc, plus de bibliothèque à l'Institut Pasteur. Mais par contre, les pays de l'Est, Géorgie, Pologne, toi, et Russie, eux, ils ont continué. Il y a les sulfamides qui reviennent avec les Russes, je crois. Voilà. Et à l'heure actuelle, il y a un laboratoire assez extraordinaire en Géorgie, financé par les Américains. Parce que,
Et nous, maintenant, il y a plein de gens qui sont résistants aux antibiotiques. Staphylocoque doré, vous prenez un staphylocoque et dans le genou, on vous soigne, au bout d'un moment, on coupe la jambe. Terminé. Et alors, il le traîne toute sa vie. Oui, il le traîne toute sa vie. Donc, on envoie des gens maintenant en Géorgie qui ont monté des cliniques privées. Et quand vous avez quelqu'un qui a un staphylo ou quand il y a une autre bactérie qui est hyper résistante, qui n'accepte plus les antibiotiques, on l'envoie là-bas. Là-bas, on lui fait des injections, et puis au bout de 15 jours, il soigne. Donc moi, quand je vois ça, je vais voir ma Marisol Touraine, ma copine, vous savez. Et je lui dis, Marisol, il faut vraiment développer ça, il faut développer la phagothérapie. On a un savoir-faire parce qu'on a quand même des gens à Villeneuve-Saint-Georges, avec Pâté, avec du Blanchet, Oui, tout ça. Oui, il y a encore ce savoir. Les mecs autour d'elle me disent on n'y croit pas, c'est pas possible, et puis du Blanchet, tout ça on le connaît, il veut monter une start-up là-dessus et tout. Alors je dis non mais tu es malade, ce mec est à la retraite, moi j'ai vu l'autre fois il a fait un colloque et tout, il essaie de rassembler des gens autour, rien. Quand je vois ça, j'ai dit bon, je joue ma carte européenne, vous savez moi, je joue d'abord la France, je suis française, je me dis quand même autant développer ça en France. Les cartes européennes, ils m'ont dit banco. C'est génial, parce qu'on a énormément de morts dues à la résistance aux antibiotiques. On suit le truc, on vous met 6 millions d'euros. Je suis partie avec 6 millions d'euros. 6 millions d'euros, on a développé 2 grosses études cliniques, dans les hôpitaux militaires d'ailleurs, un à Percy, un en Belgique, et ils font toute une étude sur les grands brûlés. C'est-à-dire que maintenant, on ne s'amuse plus à mettre des antibiotiques, on saupoudre de virus, ces virus, et ça marche pas. Et pas d'infection. Oui, alors attends. Et là, ils sont en train d'élaborer ça pour limiter les infections. Et là, ça s'appelle PhagoBurn, ce plan. Et on a un autre plan pour justement tout ce qui est bactéries au niveau articulaire. Et ça vient de l'Europe, puisque la France, elle ne veut rien savoir de tout ça. Mais j'organise quand même une conférence à l'Assemblée nationale au mois de février avec tous mes grands spécialistes. Mais alors les labos, je suis allée voir les labos là, je dis allez-y. Non. Les virus, c'est des êtres vivants, on ne peut pas breveter, ça ne nous intéresse pas, il n'y a pas de pognon à se faire. Ouais, comme les plantes. Et alors, c'est là où je te rejoins, c'est qu'on se dit, on va développer un autre paradigme. Puisque là, on est en train de développer une bibliothèque européenne qui va être en Allemagne. J'aurais aimé qu'elle soit en France, mais c'est les Français avant qu'ils réagissent. Bon, donc elle va être en Allemagne. Et c'est dans les hôpitaux, on va faire des plateformes avec des spécialistes où pour 1 000 euros, 1 500 euros, tu soignes quelqu'un. Alors que quand vous êtes résistant aux antibiotiques, mais on dépense une fortune pour les gens, et ils sont toujours malheureux parce que soit je vous dis on coupe la jambe des gens, ou le bras, ou ils traînent ça toute leur vie. Donc ça montre bien qu'il faut créer un système parallèle. Et ce système parallèle, alors quand c'est pas breveté, eh ben, on fait des structures plus petites. Oui, puis ça existe dans le numérique. La notion, tout ce qui est open source, etc. Exactement. Ça marche. Ou alors, il faut même mettre de l'argent public. Parce que moi, il y a un truc qui me choque, c'est comme le CICE en France. Ebola, par exemple. Vous savez qui a financé les études cliniques d'Ebola? Eh bien, c'est l'Europe. On a mis énormément de pognon pour financer les études cliniques parce que les labos pharmaceutiques ne voulaient pas y aller. Et alors maintenant qu'il y a eu, alors il y a Merck qui a trouvé un vaccin, alors bon, comme ça s'est arrêté, on ne peut plus le tester, mais bon. Mais les labos, dès qu'il faut dépenser du fric, et en plus en Afrique, ils se disent, mais ça va nous rapporter quoi? Donc c'est là où l'argent public, vous voyez, est hyper nécessaire. Et puis il y a un autre truc que j'essaie d'innover, c'est le prix à l'innovation. C'est-à-dire de dire, et ça on le joue sur le plan européen, de dire, voilà, on met 10 millions d'euros, parce qu'on a besoin d'une molécule pour soigner le chikungunya ou maintenant d'autres maladies qui émergent. Eh bien, allez-y. Et bien là, les startups y vont. Vous voyez, il faut qu'on innove dans notre façon de booster des ingénieurs là-dessus, parce que équilibrer un peu le système. Si c'est les brevets de 20 ans, mais les labos, ils n'investissent plus, puisqu'ils ont le jackpot sur 20 ans. Donc notre système de 20 ans qui avant pouvait s'expliquer, puisqu'un labo, tu disais, il faut 15 ans pour sortir ma molécule, un truc, donc il me faut du temps.
et que là-dedans, ça me permet sur 20 ans après de me J'ai pu retrouver. comprendre aussi la tendance du médicament, ça c'est avec Eurobiomède, c'est de faire des médicaments, mais pratiquement individuels. C'est pas un médicament pour tous, c'est un médicament pour toi. Et, Alors c'est la grande mode, ça. Hein. alors, je sais pas si c'est... Voilà. La personnalisation C'est ça. du médicament. Avec aussi, méfiez-vous, il y a deux orientations qui se font. Personnalisation, on va dire, c'est un médicament pour vous. C'est ça. Bon, j'attends de voir, moi, quand je vois mes pays en voie de développement, enfin bon. Vous n'y croyez pas. En fait, j'y crois pas. Ben, je trouve que c'est de la com, moi, tu vois. D'accord. Ok. Et puis la deuxième chose qui s'oriente, c'est qu'on met vachement de pognon sur l'informatique, c'est-à-dire qu'on veut éliminer les médecins et on veut tout faire, tu vois, oui. Le médicament connecté. Voilà, Et médicament. ouais, avec les liens entre des labos, Google. Et alors ça, je crains. Et toutes Parce ces données que, perso. tu vois, quand il y a la désertification, tu vois, en France, il y a plein de secteurs, aussi bien urbains d'ailleurs que ruraux, eh ben, on va dire, ben voilà, sous Skype, vous allez voir votre médecin. Eh ben moi, ça, tu vois, quand tu enlèves le lien humain... On va laisser parler Miguel. Allez-y, Justement, je rebondis là-dessus sur le lien humain, parce que j'aimerais qu'on évoque aussi les maladies psychiques. Ah oui, Parce que depuis une dizaine d'années maintenant, tous les traitements des troubles psychiques se font sur les médicaments. Et dans les hôpitaux psychiatriques, et les médecins de ville maintenant prescrivent des médicaments au lieu de travailler sur le lien humain, parce que c'est le lien humain qui est soignant pour ces maladies-là. Et ça reviendrait peut-être moins cher, mais bon, ça ferait peut-être moins rentrer d'argent chez les labos aussi. Hein. Donc, où on en est là-dessus, hein, parce que ça me paraît primordial pour tous ces troubles psychiques qui se développent aussi, hein, par manque de lien social, lien humain. Donc voilà, ça se soigne pas à cause de médicaments, ça. Mais je suis tout à fait d'accord, mais vous voyez que maintenant, on est en train à la fois d'inventer des maladies, regardez l'hyperactivité des gamins. Hein, ça y est, maintenant l'hyperactivité c'est une maladie. Et les gens qui sont stressés, ben voilà, on vous donne énormément. Non mais je suis d'accord avec vous, mais alors c'est une orientation. Écoutez, votez écolo et on change la société. Hein. Parce que je vous assure que, voilà, enfin bon, on a eu une discussion là tout à l'heure avec des écolos, mais... Oui, mais c'est au-delà du parti écolo, ça aussi. Ouais, à un moment, il faut changer un peu la société. Vous écoutez des mecs comme Rabi, tout ça, si on ne revient pas à nos fondamentaux, on va devenir des hyper consommateurs. Vous voyez, on va penser beaucoup, on va être des vraiment... On l'est déjà. Ah ben si vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas complètement quoi. Non mais je veux dire, il y a des réactions. C'est ça qui est assez extraordinaire dans la société française. Il y a quand même plein de gens qui réagissent, plein de gens qui trouvent des solutions. Non, puis l'opinion populaire le sait, ça. Ouais. Personne n'est dupe. Oui, mais des fois quand tu es tout seul, tu vois, quand on est stressé, on a dans un boulot où on n'y arrive plus, eh ben de suite c'est les médicaments. Mais c'est les médicaments, c'est l'alcool, c'est plein de choses. Hein. Il y a pas... C'est la drogue, le nombre de gens qui se shootent, enfin. C'est quand même. Juste 2 minutes, merci pour ce que vous faites. Je suis venu, moi, vous apporter un livre du spécialiste mondial sur la phagothérapie qui s'appelle le Dr Paul Hervé Riche. Et qui explique vraiment la phagothérapie. Il y a 3 impératifs pour que ça marche. C'est quelqu'un qui a travaillé Phagoburn aussi, qui a expliqué pourquoi il n'y avait pas de résultats escomptés, parce qu'on utilise sur les grammes brûlés un produit qui tue de suite les phages. Il y a 3 impératifs pour que la phagothérapie marche. Il ne faut surtout pas un sang sucré, il faut un sang alcalin, et il faut réhabiliter l'auto-hémothérapie. Je suis là pour parler de ça. Et c'est un monsieur qui fait ça depuis 40 ans, qui a eu 60 procès par l'ordre des médecins, qui est pourchassé comme le loup blanc. Je suis son représentant ici et il m'a missionné par mon association pour le faire découvrir et l'aider parce qu'il est fatigué, c'est quelqu'un de très fatigué. Mais c'est quelqu'un qui peut témoigner de 40 ans de phagothérapie en France malgré la chasse aux sorcières qu'on lui fait toujours. D'accord. Je vous offre ce livre, j'espère qu'il vous fera bon usage et j'espère vous voir une autre fois pour vraiment parler et développer ça en France parce que ça marche. La phagothérapie marche, mais il faut l'auto-hémothérapie qui était prescrite jusqu'en 83 par les infirmières, qu'on a enlevé, si vous voulez, de cet acte, alors que c'est un acte tout à fait classique pour une infirmière, prendre du sang dans un bras et le réinjecter dans un muscle. Et c'est suivant sa thèse qu'il a fait en 1976, suite aux travaux de Riga Clemenceau et de Félix Zérel, ils ont démontré que quand on a des bleus, pendant la Première Guerre mondiale,
et bien, les poilus n'étaient pas morts par la dysenterie qu'il y avait à l'époque, et c'est à partir de là qu'ils ont fait tous des essais cliniques. Monsieur Paul Hervé-Rich a travaillé à Pasteur, et c'était aussi un collaborateur à Mirko Beljanski. Donc j'espère que vous pourrez le rencontrer, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment des choses à dire. Et tout à l'heure aussi, sur les médicaments du sida, on pourra en reparler aussi, mais avec Beljanski, il y avait des choses qui ont été faites et cachées aux gens. J'espère que... D'accord, je vais regarder ça attentivement, parce que ça me passionne, ça. Moi, Oui, je pense qu'il serait intéressant de reprendre un peu ce que disait Sébastien, en ce qui concerne effectivement de faire une rencontre avec Roland Gori, justement sur les abus des anxiolytiques en France et des autres traitements, et sur les maladies psychiques notamment. Parce que on sent bien qu'il y a une population française qui est plutôt endormie. Hein, et ça devient grave, parce que non seulement elle est endormie, mais on la prend pour une bâtille. Donc il faudrait, et c'est vrai que là, on ne lui met pas une dose de politique, on lui met un anxiolytique. Et il serait temps quand même de dire, on a parlé vrai, parce que on cherche des biens à droite, des biens à gauche, hein, on cherche aussi en Allemagne des collabos, des machins, des trucs, des gens qui seraient un peu plus avec nous. Et puis la réalité, c'est qu'on veut endormir tout le monde depuis longtemps. Et on les endort. Hein, et ça marche. Ça marche, on est quelques millions ici à parler d'une connerie. Hein, et puis en réalité, les labos continuent. Et les politiques continuent. Et puis, bon, les énarques aussi. Hein. Donc il serait temps un peu de parler au moins de psychisme des Français, hein, des Européens, et puis après, bon, effectivement, de tirer sur les labos, en même titre qu'on a pu le faire pour le cholestérol, pour d'autres, hein, parce qu'on endort le peuple, et les conneries qu'on est en train de faire ici n'ont pas de poids, malheureusement. Alors il faut taper, effectivement, avec des bonnes pointures aussi, qui sont là pour vous aider aussi, et dans le corps, effectivement, des psychanalystes, qui soient psychiatres ou autres, bon là vous avez de quoi être soutenu et attaquer des axes forts. C'est mon point de vue. Non mais vous avez raison. Hein. Voilà. Vous avez raison. Moi je pense qu'à chacun de notre niveau, vous voyez quand vous me disiez, moi ce que je fais au niveau de l'Europe, c'est que je m'organise, parce que quand je vois des députés qui se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire tout seul, tout ça, j'ai dit mais attends, regarde autour. Hein, on peut s'organiser pour avoir un certain pouvoir là où on est. Au niveau de la psychiatrie, il y a eu un recul sur la psychiatrie. Moi, j'ai mon ex-beau-frère qui était à Montfavet, il avait ouvert l'hôpital. À une époque, c'était l'ouverture. Et puis maintenant, hop, on enferme les gens et on leur donne de la chimie, quoi. Hein, voilà. Pour qu'on les entende plus. Mais vous savez, dans les maisons de retraite, c'est pareil. Hein, on voit que c'est partout. Et les gens, ils sont pas bien dans le leur langage politique aussi, c'est pareil. Vous avez les somnifères. Ils sont permanents. Payer des gens qui sont occupés aussi. Ouais, je suis d'accord. Donc après, il faut s'organiser. Moi, je pense qu'il faut s'organiser aussi localement. Il faut trouver des solutions. Il faut qu'on innove et qu'on ait le plus de gens possible avec. Mais jamais il faut baisser les bras. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est à chacun des niveaux. Tu vois, quand je discute avec Pierre Rabhi, il me dit il faut l'insurrection des consciences, tout ça. J'ai dit oui, Pierre, mais il faut qu'aussi, sur le plan institutionnel, on fasse bouger les institutions. Il faut que les gens locaux aussi, on bouscule nos élus locaux parce qu'ils peuvent faire beaucoup plus de choses que ce qu'ils font. Il faut introduire beaucoup plus de démocratie, il faut faire beaucoup plus confiance au niveau des gens. Et chacun, on a sa pierre à donner, quoi. Alors que très souvent, quand on délègue, ben c'est là où c'est pas possible. Parce que si vous déléguez, c'est trop dangereux. Il faut faire confiance aux gens, et si vous les réveillez, c'est-à-dire s'ils ne sont plus endormis, je crois que vous allez les avoir avec vous. Ouais. Je ne sais pas, mais j'espère. Enfin, oui. Non, mais il a raison, il y a une prise de conscience. Même s'il y a une intuition. Arrêtez, il y a une éthique. Elle n'existe plus, l'éthique. C'est le flouze, et puis c'est tout, après change de. Est-ce que ça a été différent avant? Les médicaments sont toujours vendus. C'est pas vrai qu'il n'y a plus d'éthique. Il y a un poids financier. C'est pas qu'il n'y a plus d'éthique, c'est que le poids financier est important. C'est pas vrai qu'il n'y a plus d'éthique. Simplement, il y a le poids de l'argent qui écrase tout. C'est pas qu'il n'y a plus d'éthique, je ne suis pas d'accord. Il y a des tas de gens qui font encore leur métier de manière tout à fait honnête. Oui, ça, c'est trop facile comme... Écoutez, sur le plan européen, regardez ce qui se passe. Pour moi, c'est terrible. C'est une déconstruction de l'Europe. On a auditionné la première ministre polonaise qui dit, bon, mais écoutez, oui, mais c'est pas normal qu'au niveau des journalistes, il y ait trop de critiques vis-à-vis de notre gouvernement. Donc, on vire les journalistes qui ne vont pas dans notre sens.
Ah, mais le ministère de la Justice va diriger le parquet. Donc il y aura un lien direct, tout ça. C'est-à-dire que les valeurs sur lesquelles on a construit l'Europe, parce qu'il y a une montée du nationalisme, on dirait qu'on perd tout ça, quoi. On est dans une phase de régression. On le voit, nous, en France, regardez autour de vous, ouais. Mais on le voit sur le plan européen. Quand vous voyez que les Danois